Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Manager sans s'épuiser, trouver l'équilibre. Et vous voyez qu'aujourd'hui le décor a un peu changé d'habitude, c'est parce que je suis avec une invitée qui est Justine Potier, Bonjour Clara. qui est infirmière santé au travail et on va du coup tourner cet épisode ensemble. On est là en train de tourner chez Espace Lille Métropole, qui est un endroit du coup hyper sympa qu'on a visité juste avant de tourner l'épisode, qui est sur Ouascal Oui. déjà, et sur lequel il y a plein de choses qui sont mises en place pour les événements d'entreprise notamment. Oui. Et c'est vraiment top parce que tout est fait ici pour faciliter la vie, vraiment, des collaborateurs, des entreprises qui souhaitent du coup faire des événements, que ce soit des ateliers, des conférences, des séminaires, tout ce que vous voulez est possible ici parce qu'il y a des espaces qui sont modulables, qui peuvent accueillir une dizaine, une vingtaine de personnes, jusqu'à même 900 personnes dans leur auditorium qui est un endroit vraiment assez exceptionnel. Donc, on tourne aussi ici parce qu'il y a un studio de podcast et c'était l'occasion de vous le montrer. Et puis voilà, c'est un bel endroit et du coup, ça me fait plaisir de pouvoir vous en parler aussi à l'occasion de cet épisode. Donc, on tourne aujourd'hui avec Justine, qui est infirmière santé au travail, comme je le disais. Et l'idée, ça va être vraiment de parler de la partie vraiment prévention des risques psychosociaux, prévention de l'épuisement professionnel et comment aussi peut-être les petites entreprises peuvent s'inspirer des grandes entreprises, car tu travailles chez Auchan Retail. Oui. Et l'idée, ça va être vraiment de donner des clés, de donner des conseils, de parler un petit peu aussi de toi, ton expérience en tant qu'infirmière santé au travail, parce que peut-être qu'on arrivera à donner des vocations aussi à des étudiants infirmiers qui ne savent pas trop vers quoi se diriger comme spécialité. Et voilà, donc c'est hyper intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Est-ce que tu pourrais peut-être présenter, c'est quoi ton rôle aujourd'hui concrètement chez Auchan Retail, ou en tout cas, c'est quoi le rôle d'une infirmière santé au travail sur la partie prévention? Déjà, merci à toi pour l'invitation. Merci de mettre en avant ce métier. C'est vrai qu'on a un peu une image arriérée parfois des infirmières en entreprise. Moi, la première, je suis arrivée par hasard en santé au travail par une mission d'intérim. J'y suis restée parce qu'on m'a proposé un CDI par la suite. Mais c'est quelque chose que même en étant infirmière, je ne connaissais pas. Donc finalement, il y a un gros travail encore. On ne vous le présente pas à l'école on ne propose pas forcément de stage dans ces domaines-là On peut, mais c'est franchement pas la principale. C'est pas forcément recherché. C'est ça. C'est pas la priorité parce que voilà, on pense pas à ça forcément quand on démarre en tant qu'infirmière. Après, il y a eu aussi une loi qui est arrivée en 2021 qui a retravaillé tout ce pan de la santé au travail, de la prévention avec les services de santé au travail. Où l'idée, c'est de moderniser ce pan et aussi de mettre des choses en place qui correspondent mieux aux attentes aussi des entreprises aujourd'hui. Donc voilà, on voit quand même un changement depuis 2021. Et moi, c'est vrai que quand tu m'as demandé ce podcast, j'étais ravie dans le sens que je me suis dit c'est l'occasion aussi de pouvoir montrer que voilà, on ne donne pas que du sucre et de l'eau comme l'image qu'on peut avoir quand on est en entreprise. Alors moi, c'est plutôt l'image de l'infirmière scolaire que j'ai qui donne du sucre et de l'eau et qui appelle les parents pour aller chercher. T'appelles pas les parents, toi? Non, je chercher les collaborateurs. Je peux, mais quand il y a une urgence. Mais c'est vrai que souvent on me dit tu fais quoi de ta journée? Donc voilà, c'est cool de pouvoir sensibiliser sur ce que l'on fait. En effet, on a une grande partie de prévention dans notre métier. Donc, tu me disais un petit peu qu'est-ce que tu fais au quotidien. C'est assez large. Donc, en fait, on a toute une partie qui est réservée aux visites médicales, où on fait des vacations. Donc là, on a des demi-journées dédiées pour cela. Il y a plusieurs visites médicales obligatoires. Justement, c'est ce que je me demandais. Quand on a du coup une infirmière ou un infirmier de santé au travail au sein de son entreprise, est-ce qu'on envoie quand même à la médecine du travail pour les visites médicales ou est-ce que l'infirmière du coup peut le faire? Alors, on peut le faire. On a une délégation avec le médecin du travail. Donc, en fait, on est tous rattachés à un médecin du travail. Une fois qu'il nous connaît, qu'on a discuté ensemble, il nous délègue quel type de visite on peut faire.
On ne peut pas prescrire d'aménagement de poste, ça reste au médecin du travail. Néanmoins, on peut très bien faire la première visite, débriefer avec le médecin et lui verra après s'il prescrit ou pas. Donc il y a tout un système de délégation et en effet, nous, du moins là où je suis actuellement, on effectue les visites sur place pour les collaborateurs. Oui, mais ça, c'est un vrai avantage aussi. Oui, on a tout un cabinet avec un cabinet de visite, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc ça prend déjà une bonne partie de la journée, de la semaine, pardon. Sachant qu'il y a plusieurs visites médicales. Donc il y a une visite médicale qui est obligatoire à l'embauche. Ensuite, il y a une visite tous les 5 ans obligatoire en suivi. C'était 3 ans. Ça a changé c'est ça. Le délai. Et une entreprise peut très bien décider de voir les personnes avant, ça dépend des protocoles. Donc ça, c'est en suivi classique. Après, il y a des visites obligatoires en reprise maternité, après un arrêt de plus de 60 jours, après un accident de travail. Enfin, voilà, il y a plusieurs visites. Et il y a toutes les visites à la demande, où là, c'est le collaborateur qui peut faire la demande. Ça peut être l'entreprise qui demande à ce qu'on voit un collaborateur. Bon, voilà, il y a des points un peu tout au long de la carrière du salarié où il y a une visite qui doit être faite. Après, on a tout le pan études de poste, ergonomie. Donc là, on va voir le collaborateur sur son poste de travail, voir comment on peut aménager son poste de travail. On a tout l'accompagnement des personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc, on peut les accompagner de la création de leur dossier au suivi, à l'aménagement de leur poste de travail. Et après, on avait une partie accompagnement aussi administratif pour faire les démarches de reconnaissance, je sais pas, c'est pas forcément de travailleurs handicapés, mais... Oui, en fait, c'est un gros dossier à remplir. Mais oui, c'est justement ça que je trouve hyper intéressant parce qu'on le sait, toute la complexité parfois administrative en France sur tous ces sujets-là, et notamment liée au sujet du handicap, avec les reconnaissances de travailleurs handicapés ou les reconnaissances de handicap tout court qu'il faut renouveler parfois, même quand c'est un peu lunaire, même quand c'est des handicaps qui malheureusement resteront à vie, tu dois faire reconstater tout le temps. Donc je trouve ça hyper bien que tu puisses accompagner aussi sur ces sujets-là parce que c'est lourd. Oui, c'est lourd. Pour un collaborateur. Puis nous, on a l'habitude, à force de les faire, on sait comment bien le remplir pour que ça soit facilitant pour le collaborateur. Alors, petit changement, maintenant, il commence à en attribuer des reconnaissances à vie quand c'est une pathologie chronique. J'ai vu passer. Ça, c'est bien. J'ai vu passer, mais c'est très récent, je crois. Oui, c'est tout à fait récent. Mais, ça, c'est chouette. Et après, on a la partie transverse où on accompagne sur des sujets de prévention. Ça peut être des journées de dépistage, ça peut être mettre une journée pour Octobre Rose. On travaille beaucoup avec l'EFS pour faire des collectes de sang. Ça peut être en lien avec les services QVCT. Et on travaille aussi beaucoup avec les services des ressources humaines, que ce soit pour des actions de prévention ou des échanges sur l'actualité de l'entreprise qui peut se passer au quotidien. Donc voilà, en gros, en grande ligne, comme quoi, c'est pas que de l'eau du sucre. Ça doit être quand même pas mal de boulot. Et du coup, tu parlais en fait des visites obligatoires ou en tout cas de l'intervention que tu fais dans le cadre d'une reconnaissance du travailleur handicapé ou d'un retour de congé maternité, par exemple. Mais à quel moment aussi tu peux intervenir quand on commence à détecter des signaux faibles d'épuisement professionnel? Est-ce que ça t'arrive plus souvent d'intervenir, on va dire, à l'initiative du manager qui va constater que un de ses collaborateurs commence à se fragiliser, ou est-ce que c'est plus courant que ce soit le collaborateur qui vienne te voir de lui-même en disant écoute Justine, là ça va pas, je sais pas trop vers qui me tourner On a les deux cas de figure. Je pense qu'après, en termes de récurrence, les salariés viennent quand même beaucoup plus vers nous. Mais ça, c'est possible s'il y a une relation de confiance aussi. La particularité de mon métier, là, dans mon poste actuel, c'est que moi, je suis employée par l'entreprise. Il y a les services de santé au travail qui peuvent intervenir en entreprise, qui eux sont externes. Donc, c'est plus facile de parler à quelqu'un qui est externe parfois de l'entreprise. Donc, nous, notre enjeu, c'est de savoir créer une relation de confiance. On est soumis au secret médical, donc on ne doit pas divulguer l'information. Et tout à la fois, on peut parfois faire des alertes sur du collectif, attention, pas de l'individuel, quand c'est nécessaire pour protéger aussi les collaborateurs. Ça sera plus le médecin du travail qui le fera. Mais notre mission, c'est aussi d'être des alertes, si besoin, de façon confidentielle. C'est ça l'importance. Et c'est là qu'il peut y avoir une relation de confiance. Mais souvent, oui, c'est plus le collaborateur qui vient vers nous, ou alors, lors d'une visite banale,
ou un dépistage ou une action de prévention qui n'a rien à voir, en Toi, discutant, on sent qu'il y a quelque chose. Et là, parfois, on vient nous voir juste parce qu'il y a besoin d'une souris particulière. Sauf que quand tu échanges avec le collaborateur, finalement, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Et là, c'est à nous, avec l'expérience, de savoir creuser ou pas quand il y a quelque chose qui est derrière sous-jacent, quoi. Ok. Oui, parce que j'imagine que... Alors ça, c'est une déduction que je fais totalement, donc tu as le droit de me dire que je me trompe, mais c'est vrai que, par exemple, sur une entreprise comme Auchan Retail, c'est beaucoup de travail de bureau, Oui. en tout cas sur les salariés que tu accompagnes, parce que je pense que pour les magasins, c'est ce que tu m'expliquais avant quand on en a parlé, c'est que c'est une autre entité du groupe, mais du coup, j'imagine que c'est plutôt des risques psychosociaux que des risques liés, enfin physiques en tout cas, liés à des blessures ou ce genre de choses. Et du coup, est-ce que tu as une formation ou tu as eu une formation justement pour détecter ces risques-là et est-ce que d'autres personnes sont formées à part toi, du coup, dans ton entreprise? Oui. Donc oui, on a une formation. Moi, j'ai effectué une licence en plus. D'accord. On a la chance d'avoir l'Université de Lille qui la propose, parce que c'est pas dans toutes les villes. Où là, on revoit tous les risques psychosociaux, les risques professionnels, pardon, dont les risques psychosociaux. Donc, on a toute cette formation-là. Après, on a beaucoup, nous, d'échanges avec le médecin du travail. Moi, j'ai eu la chance d'être formée à mes débuts par le docteur Goval, qui est un médecin incroyable. Et en fait, on débriefe toutes nos visites. Enfin, on a fonctionné comme ça. Je débriefais toutes mes visites dès que j'avais une question. Et en fait, on apprend comme ça. Là, actuellement, dans mon entreprise, il y a d'autres personnes qui sont formées, bien sûr. Il y a les managers, il y a les ressources humaines, on a des chargés de prévention aussi. Donc oui, nous, on est au siège là, mais en effet, il y a aussi les magasins qui ont d'autres risques professionnels. C'est des risques différents. Néanmoins, aujourd'hui, il y a des articles qui prouvent qu'il y a quand même un lien entre les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques. Donc même sur du tertiaire, on peut avoir un mal de dos, mal au cervical, et des choses comme ça. Du stress. Voilà, il y a un lien de corrélation souvent. Donc oui, il y a beaucoup de personnes qui sont formées à ces sujets-là. Il y a 5 ans, je ne sais pas si c'était autant marqué dans l'entreprise. Aujourd'hui, tout le monde est un peu, connaît le mot un peu RPS, risques psychosociaux, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et du coup, les formations suivent forcément. Ok. Et d'après toi, du coup, dans ce que tu constates dans ton expérience, c'est quoi les signaux faibles justement de cet épuisement professionnel que tu peux voir chez les collaborateurs? Il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs et c'est différent selon la personne. Mais par exemple, parfois ça va être sur le côté physique. Donc quelqu'un qui n'avait rien du tout, il va se blesser d'un coup ou il va tomber 3 fois de suite le même mois. Donc là, on sent qu'il y a une fatigue qui se cumule. Parfois, ça va être un mal de dos. C'est un peu, tu sais, j'en ai plein le dos. On s'en rend pas compte, mais on a mal au dos. Parfois, en fait, nous, les questions qu'on pose en visite médicale, c'est est-ce que c'est un impact sur ton sommeil? Est-ce que c'est un impact sur comment tu t'alimentes? Est-ce que c'est un impact sur tes rapports avec ta famille et ton entourage? Parce que parfois, on va s'isoler, parfois, on va être aigri, parfois, on va être de mauvaise humeur, ça va se ressentir comme ça. Parfois, ça va se voir par un désengagement dans le travail. On ne va plus être motivé, tu vas arriver plus tard, tu vas te permettre des choses que tu ne te permettais pas avant. Tu vas plus sortir avec tes collègues pour aller boire un verre, un after work. Enfin, voilà, tu t'isoles. Il y a aussi tout ce côté parfois où même dans sa sphère personnelle, en fait, on n'a plus envie de faire certaines choses. Enfin voilà, ça dépend vraiment de la personne. Il y a beaucoup de symptômes possibles, mais c'est toujours des petites choses. Et il faut se poser la question, qu'est-ce qui change comparé à avant? Est-ce que je continue à aller au sport? Est-ce que j'ai plus envie d'aller au sport? Voilà, comment je fonctionne au quotidien comparé à avant, en fait. Mais c'est ça que je trouve intéressant dans ton rôle, en fait, dans l'entreprise. C'est justement, tu parlais de la sphère personnelle, de l'aspect familial, etc. Je pense que c'est plus facile d'aborder ces sujets-là avec toi en tant qu'infirmière qu'avec son manager ou son RH, par exemple. Je pense que je pense que c'est plus facile pour le collaborateur de recevoir les questions, en tout cas sur la partie familiale, peut-être plus personnelle, quand ça vient de l'infirmière santé au travail, plutôt que de sa hiérarchie, en fait, ou de son manager direct. Donc c'est aussi pour ça que je trouvais hyper intéressant qu'on fasse l'épisode ensemble. C'est aussi de dire que l'infirmière santé au travail, ça peut vraiment être le relais du manager.
qui va constater du coup cette faiblesse qui arrive, cet épuisement qui arrive, ou justement tu es en train de te dire mais là j'ai peur qu'il fasse un burn-out, parce qu'il faut dire les termes, l'épuisement professionnel peut mener au burn-out. Ouais. Et je trouve que ton rôle peut être vraiment une vraie clé et un vrai travail d'équipe avec les supports de direction, en tout cas, sur ces sujets-là, parce que je pense qu'un collaborateur peut se livrer plus facilement. Est-ce que tu as je sais pas, un exemple d'une fois, peut-être une anecdote, quelque chose qui t'est arrivé où tu t'es dit, bon, là, je sens que j'ai bien fait mon travail de prévention. Est-ce que tu as pu éviter quelque chose chez un collaborateur que tu as accompagné un jour? Oui, bah, je prends un exemple, pas de mon entreprise actuelle, comme ça, bien pour pas confusion. Mais oui, en fait, si tu veux, l'idée, c'est que l'objectif de la santé au travail, c'est d'agir maintenant en prévention primaire et puis en prévention tertiaire, quand limite, c'est un peu trop tard. Ok. Et l'idée, c'est que en visite médicale, maintenant, on explique qu'est-ce que la santé au travail, à quel moment ils peuvent intervenir. Et souvent, ils ne savaient pas à quel moment ils pouvaient nous interpeller, et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour eux. Et donc, oui, il y a des personnes qu'on a vues en visite d'embauche, on a expliqué notre rôle. Il y a eu des situations qui sont arrivées. Donc, nous, on vient nous voir principalement pour un problème physique, un problème en lien avec le travail ou un problème perso qui impacte trop ta vie quotidienne. Et il y a pu avoir un événement à un moment donné, un mois, 1 an ou 2 ans après. Ils se sont rappelés qu'on avait dit, si t'arrive ce genre de choses, tu peux venir. Et donc là, en fait, ça évite la désinsertion professionnelle parce que nous, on peut anticiper par un aménagement de poste cette situation plutôt qu'ils se mettent totalement en arrêt. Peut-être qu'on peut passer par un temps partiel, un aménagement de poste X ou Y. Du coup, ça permet au collaborateur de rester sur son poste de travail ou alors là, il aurait pu prendre 1 ou 2 mois d'arrêt et être complètement en rupture. Et on sait que quand on arrête, parfois, c'est plus compliqué de reprendre. Bien sûr. Donc oui, ça c'est arrivé. Après, il y a eu des situations plus importantes où là, on est arrivé vraiment en situation de crise et on a géré la situation de crise. Mais oui, c'est tout un travail de fond où la prévention primaire, justement, peut permettre d'anticiper et ne pas arriver à la situation de crise en amont. Donc oui, finalement, au fur et à mesure, on se rend compte que les messages passent. Et ça, c'est aussi tout un travail de collaboration avec les managers, les ressources humaines qui aussi passent les messages. Et oui, on peut anticiper, même sur des choses anodines. Hein. Demain, tu as une opération qui est prévue. Comment on l'anticipe pour que tu puisses continuer à travailler le mieux possible dans les meilleures conditions et que tout le monde s'y retrouve. Donc, finalement, c'est chouette quand on peut mettre ça en place comme ça. Ouais. Et justement, sur la partie comment on structure cette prévention dans l'entreprise. Sur la partie vraiment prévention, qui est-ce qui pilote? Est-ce que c'est la partie RH? Est-ce que c'est toi, du coup, au sein de ton pôle santé, qui va organiser cette prévention et qui ensuite, par exemple, fait remonter au RH en disant, bon, voilà, tel jour, j'aimerais organiser ça pour parler de tel sujet? Ou est-ce que c'est plutôt des demandes qui viennent à toi pour organiser, je sais pas, des événements ou des prises de parole? Toutes ces choses-là. Là, je suis actuellement, c'est dans les deux sens. Enfin, il y a beaucoup, tout le monde est un peu acteur. Et je pense que c'est là où c'est la réussite aussi. Je pense qu'il ne faut pas que ça repose la prévention sur une personne. Donc nous, il y a des choses très propres à nous, où par exemple, on va faire des journées de dépistage, là c'est du propre, médical, etc. Donc là, c'est nous qui allons lancer l'idée. Parfois, ça va être les ressources humaines ou le service QVCT qui vont mettre en place quelque chose. Du coup, ils vont se dire, on va impliquer le service de santé au travail, comme ça on travaille tous ensemble. Parfois, ça va être un manager qui va nous solliciter pour faire une prévention sur son équipe. En fait, c'est partout, tout le monde. Et c'est là qu'on voit que la prévention est bien instaurée dans une entreprise, parce que chacun peut aller de son côté, mettre en place quelque chose, et en se disant, je vais penser à tout le monde pour qu'ils interviennent aussi, qu'ils prennent part au projet. Et du coup, tu as tous les cas de figure actuellement, là où je suis. Mais c'est intéressant que finalement tout le monde ait la possibilité aussi de proposer des actions et que ce soit mis en place soit sur une plus petite échelle qui est l'équipe par exemple du manager comme tu le disais, soit à plus grosse échelle avec tous les collaborateurs du groupe. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller de mettre en place concrètement dans les entreprises pour améliorer la santé mentale? Vaste question. Je pense que déjà, on ne peut plus faire semblant que ça n'existe pas et que ce n'est plus un sujet que les entreprises peuvent éviter. C'est quand même le sujet aussi national. Le gouvernement a pris le sujet santé mentale 2026, etc. Les chiffres n'ont jamais été aussi mauvais en termes de santé mentale, de plus en plus jeunes.
Donc en fait, je pense qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que ça n'existe pas, que les risques psychosociaux, ne pas les citer. Alors on peut les citer autrement parce que c'est un mot qui se vulgarise aussi, on y met un peu tout et rien maintenant dedans. Mais je pense que déjà, il faut ne pas éviter le sujet. Ouais. Il faut... C'est marrant quand tu dis ça, pardon, je te Ouais, coupe, non, parce pas de que souci. moi j'ai un exemple, enfin tu vois, moi j'interviens dans les entreprises justement pour former les managers à ne pas s'épuiser déjà eux-mêmes en tant que managers et à éviter d'épuiser leurs équipes concrètement. J'ai plusieurs fois, lorsque j'ai animé des ateliers pour les collaborateurs, là en l'occurrence, j'ai plusieurs fois eu des dirigeants d'entreprise qui m'ont dit, mais surtout Clara, tu cites pas le mot burn-out. Tu leur parles pas de burn-out. Je disais, pourquoi c'est quoi Oui, ils me disaient, mais parce que... Après, ils vont tous faire des burn-out. Je te demande, mais pas du tout. C'est pas parce que je parle du burn-out que je vais inciter les gens à en faire ou que je vais leur faire rentrer dans l'idée que, ah oui, en fait, ils sont épuisés professionnellement, donc ils vont se mettre en arrêt. Et je pense qu'en fait, ça vient aussi d'une peur. Soit du dirigeant d'entreprise, quand on va parler d'une plus petite, d'une TPE ou d'une PME, soit parfois du manager lui-même ou de la direction dans des plus grosses boîtes qui vont dire, ah oui, mais non, mais il ne faut pas que je commence à mettre le doigt là-dedans parce que j'ai peur qu'après, ça engraine les autres à faire des burn-out. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Et évidemment que les collaborateurs ne vont pas avoir l'idée de faire un burn-out parce qu'on a fait de la prévention avant. Et puis, tu l'as dit très bien tout à l'heure, un burn-out, c'est un diagnostic qui est posé par un médecin. Avant, on a une phase d'épuisement professionnel. Et un burn-out, c'est vraiment un diagnostic. Donc déjà, je me suis dit, ah, super, elle connaît bien la différence. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde a accès à l'information. Donc un burn-out, tout le monde sait ce que c'est maintenant, je pense, du moins une grande partie. Et je pense qu'au contraire, vaut mieux que l'entreprise en parle et fasse passer les bons messages, parce que burn-out, ça veut tout et rien dire aussi. Enfin, tu vois, il y en a c'est utilisé. C'est ça. C'est limite trop démocratisé. Et dès que je vais être un peu fatiguée au travail, je fais un burn-out. Et je pense qu'au contraire, l'entreprise a tout intérêt d'en parler et en faisant passer les bons messages, expliquer ce que c'est vraiment, quels sont les signes avant, dire voilà, il y a des échelles avant d'arriver à ce niveau-là. Et de toute façon, tout le monde a accès aujourd'hui à l'information, mais voilà, tu tapes sur Internet, enfin, tout le monde. Enfin, pour moi, hein, c'est mon avis, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de quelqu'un qui faisait un burn-out autour de lui ou à la télé. Enfin, voilà, donc, je pense qu'on ne peut plus trop éviter le sujet. Et en plus, il y a toute une partie où il y a les risques psychosociaux, mais je pense que c'est un thème plus large. C'est la santé mentale en général, en fait, qu'il faut aborder avec les collaborateurs. Et à la fois la vie privée, parce que la vie privée se ramène au travail. C'est un équilibre entre les deux. Et finalement, je pense qu'il faut prendre les deux parties. De toute façon, faire la distinction totale entre vie pro et vie perso, c'est pas possible. C'est pas possible. Tes soucis du travail, évidemment que tu les emmènes chez toi à table avec tes enfants le soir, tu as la tête dedans, ou tes soucis perso. C'est normal qu'ils t'accompagnent aussi au travail. Il faut juste réussir à trouver le bon équilibre et à placer les bons curseurs au bon endroit. Mais on ne peut pas dire aux gens de séparer vie pro, vie perso. Dans les faits, c'est pas possible. Donc, il faut pas le faire comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un très très bon conseil, le fait de pas avoir peur de nommer et de parler de santé mentale. Déjà, c'est ça la première étape pour en faire un sujet qui soit pas tabou, en tout cas dans les entreprises. Et c'est hyper intéressant de l'aborder aussi comme ça. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu jugerais encore difficile aujourd'hui pour parler justement de cette santé mentale des collaborateurs? Qu'est-ce qui est encore difficile aujourd'hui je pense que c'est un peu ce qu'on échangeait, c'est qu'il y a un peu ce danger de tout y mettre et aussi de l'abus qu'il peut y avoir. On ne va pas se mentir, il y a des personnes aussi qui peuvent abuser de ces termes-là et de cette situation pour justifier aussi des manquements professionnels ou autres. Donc je pense que la difficulté, c'est de savoir créer une culture, parler de tout ça, mais en mettant les bonnes bases et le bon cadre en fait, et de ne pas tout y mettre. Et avoir des stratégies pour que si une personne abuse de tout ça, on puisse le repérer. Parce que ça va dans les deux sens. Il ne faut pas que ce soit toujours contre l'entreprise et tu vois, trop collaborateurs. Les entreprises aussi, ils ont des enjeux. Ils ont des faits ou des annonces qui ne peuvent pas aller et puis des responsabilités qui ne sont pas faciles aussi. Donc à un moment donné, dans tout ça, il faut aussi qu'ils se retrouvent. Donc je pense qu'il faut créer un cadre sécurisant. D'où aussi la sensibilisation, parce qu'au plus les salariés seront sensibilisés au sujet, au plus ce sera clair pour tout le monde et ça évitera des quiproquos en fait, au quotidien. Ouais, et je pense que
dans les grands groupes, la complexité, finalement, ça va peut-être être le nombre de Ouais. collaborateurs. Mais pour les petites Ouais. entreprises, ou en tout cas les moyennes entreprises, il y a une difficulté supplémentaire, parfois de moyens. Mm. C'est-à-dire là, on va me dire, bah oui, mais c'est gentil, Clara, avec ton podcast, mais moi, une petite Ouais. entreprise, j'ai 25 collaborateurs, Mm. j'ai pas les moyens d'embaucher une infirmière santé au travail. Ouais. Évidemment, je comprends tout à Ouais. fait, c'est pas forcément le sujet, mais l'idée, ça va être peut-être de trouver des alternatives à ça et de pas oublier qu'on peut s'appuyer sur la médecine du travail Ouais. pour plein de sujets. Moi, j'ai un exemple. Il n'y a pas longtemps, en formation manager, dans une ESN du coup à Paris, j'ai un manager qui me disait pendant la formation, mais moi j'ai un vrai problème pour engager un collaborateur de mon équipe dans le changement. Mm. Il est très très réfractaire au changement, on le voit que ça le met dans des états pas possibles de stress, d'anxiété, etc. Et si bien que, mais le moindre changement, c'est-à-dire que si son pot à crayon était à gauche sur son bureau plutôt qu'à droite, c'était vraiment vécu presque comme une catastrophe pour lui. Ce qui fait que quand il a fallu changer d'outil, ben, c'était terrible. Là, il devait lui annoncer qu'ils allaient déménager de bureau et passer du premier étage au rez-de-chaussée, et il était dans tous ces états parce qu'il disait, mais moi, j'arrive plus, je sais plus comment lui parler. Et moi, c'est le conseil que je lui ai donné. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'appuierais pas sur la médecine du travail? Parce que là, dans ce que tu as l'air de me dire, il y a peut-être quelque chose à détecter derrière. Je suis pas médecin, je suis pas infirmière, je suis pas psy non plus, ni psychiatre. Et je dis, mais ça peut être l'occasion peut-être de refaire une visite à la médecine du travail, ou en tout cas vérifier que tout est OK et que t'as pas raté, entre guillemets, un moment, enfin, même si c'est plutôt au RH de vérifier ça. Mais et n'hésite pas à t'appuyer sur la médecine du travail, parce que peut-être qu'il sera à même de parler, je ne sais pas, d'une pathologie dont il a déjà connaissance avec un médecin, ou alors un médecin va peut-être aller creuser plus loin pour aller éventuellement chercher s'il n'y a pas une problématique quelconque dans le côté psy ou comportemental, en tout cas du collab. Et je dis là, en fait, il sera possible de lui faire des aménagements, quoi. Donc même dans les PME, où il n'y a pas forcément de service de santé, c'est possible de s'appuyer sur la médecine du travail. Et puis après, je ne sais pas si toi, tu connais potentiellement, s'il y a la possibilité de le faire en externe, en tout cas des consultations infirmiers réguliers, je pense que c'est possible. En fait, oui, à partir du moment où il y a un salarié qui est embauché, tu es rattaché à un service de prévention de santé au travail. Donc, en fait, ils ont tous un médecin et un infirmier à qui ils peuvent faire appel, référent, en fonction souvent de la localisation de l'entreprise. Et il y a un médecin et un infirmier, du coup? Ils sont plusieurs en fait dans ces centres. Tu as souvent plusieurs médecins, plusieurs infirmiers et ils se rattachent les entreprises. Mais ils en ont forcément un d'attitré. Donc même si en effet il n'y a pas le service de santé au travail dans l'entreprise, tout le monde a accès à un infirmier et à un médecin si besoin. Et ces services de santé au travail ont aussi des chargés de prévention, ils ont aussi des psychologues du travail. C'est une équipe pluridisciplinaire, donc il y a beaucoup de possibilités et tout le monde a accès, même les PME, en effet, à ces services de santé au travail. Tu vois, je suis persuadée qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Ouais, alors qu'ils savent qu'il y a des visites obligatoires auprès de la médecine du travail, mais je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'entreprises de taille moyenne ou petite qui n'ont pas connaissance du fait qu'ils peuvent bénéficier d'infirmiers, de psychologues du travail, etc. via ces pôles-là. Et c'est important aussi de faire de la prévention auprès de toutes les entreprises pour ces sujets-là. C'est qu'il n'y a pas besoin d'embaucher un infirmier santé au travail pour faire de la prévention comme ça. Et puis même nous aussi, enfin, en tant que manager, en tant que RH, etc., on peut se prémunir aussi de ce volet-là, prévention. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà tout ce qu'une PME peut aussi mettre en place, c'est-à-dire s'appuyer sur le pôle santé au travail référent, en tout cas. Et si tu devais donner des actions, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 actions simples pour démarrer du coup cet aspect prévention de la santé mentale, par quoi tu commencerais toi? Ça rejoint un peu la question d'avant, mais en parallèle des services de santé au travail à qui ils peuvent faire appel, il y a aussi la possibilité de mettre en place des lignes d'écoute. Dans les 2 grosses entreprises où j'étais, ça se faisait, mais ça peut très bien se faire dans une petite entreprise, parce que parfois c'est un service qui est proposé avec des mutuelles, des assurances ou ce genre de choses, tu sais, c'est dans les packages. Donc en fait, ça permet d'avoir un peu un numéro vert avec une ligne d'écoute, où là, la personne peut aussi avoir un psychologue en ligne, peut avoir un assistant social, quelque chose comme ça. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est
plus ou moins faciles à mettre en place. Après, ça peut être des choses plus simples, ça peut être d'écrire des Ouais. chartes, pardon. Voilà, une charte des connexions, une charte, etc. Où bah, voilà, ça fait partie du règlement en plus, mais on vient axer l'action. Et après, c'est de sensibiliser. Je pense qu'il faut sensibiliser tout le monde. Et ça peut se faire par des choses très simples, hein, des formations de 2 heures. Une sensibilisation, de toute façon, le principe, c'est que c'est court, c'est assez Oui, large. oui. Ça peut être par un webinaire, ça peut être par juste une conférence à un instant T. Voilà, c'est des idées que j'ai comme ça. Je réfléchis. Et ben, moi, Ouais. tu vois, j'ai aussi une idée. Alors, Ouais. ça, encore une fois, c'est d'une expérience vécue. Ouais. Enfin, avant de monter Popmood, etc., Mm. donc j'étais salariée. Et dans une des entreprises où j'ai travaillé, il est arrivé, je pense, un truc qui, je l'espère, n'arrive pas tous les jours, Ouais. mais j'ai un de mes collègues qui a fait un arrêt cardiaque au Ok. travail. Ouais. Devant nous, on était Ouais. tous là. C'était pendant un événement sportif qu'on organisait, Ouais. enfin vraiment en mode team building, Ouais. quoi. Et en fait, enfin, on joue au foot. Et il s'est vraiment littéralement effondré sur le Ouais. terrain. Et au-delà de la sidération et du choc, enfin, moi je sais que j'ai fait des séances de MDR derrière Oui. après parce que ça a été vraiment Ouais, c'est hyper choquant. traumatisant. Ouais. Il va bien aujourd'hui, je Ouais. tiens à le Super. préciser. Il s'en est remis, hein. Donc Quentin, je te fais un coucou. Il s'en est remis, mais enfin voilà, c'est des choses qui peuvent Ouais. arriver. Il avait 32 ans, hein. Ah oui, ouais. Donc clairement, en plus, pas de pathologie Ouais. particulière, rien de détecté. Bon, Mm. finalement, on s'est rendu compte que si, mais Ouais. en tout cas, rien de détecté. Et il a fait un arrêt cardiaque comme ça, sur un terrain de foot, dans le cadre d'un événement d'entreprise. Aucun de nous n'était formé au geste des C'est premiers pas secours. secours. Ouais. La chance qu'on avait, c'était qu'on était dans un lieu public Mm. où il y avait un défibrillateur et sur le terrain de foot à côté, il y avait un médecin Waouh. qui Ouais. était en train de jouer au foot avec ses copains, quoi. Ouais. Bien tombé. Et sincèrement, oui, Ouais. c'est extrêmement bien tombé parce que plus tôt dans la journée, quand on était au bureau, ben en fait, je pense que si, il y avait quelqu'un qui était capable de faire un massage cardiaque, mais en tout cas pas aussi bien, Ouais. et pas aussi bien accompagné parce qu'on n'avait pas de défibrillateur. Ouais. D'ailleurs, il n'y avait pas d'extincteur non plus, il y Ouais. avait le feu, hein, mais il n'y avait pas de défibrillateur et on n'avait reçu aucune formation. Sur les premiers secours, alors moi aussi, mais alors ça datait d'il y a 10 ans, donc clairement j'ai oublié. Et c'est des formations qui doivent être faites aussi régulièrement. Régulièrement. Ouais. Et je me rappelle que moi, ça m'a beaucoup choquée aussi après Ouais. de me dire, mais en fait, si c'était arrivé dans le cadre du bureau, bah, je suis pas sûre que j'aurais été capable Tu de t'es le sentie sauver. insuffisante. Ouais, je me suis sentie très très impuissante. Alors après, voilà, il y avait la chance d'avoir un médecin à Ouais. côté, etc. Il a été pris en charge tout de suite. Les pompiers, le SAMU sont arrivés très vite, etc. Donc il s'en est sorti Ouais. et il va très bien aujourd'hui. Bah, Mais peut-être que ça aurait été. Je m'enlève pas de la tête que peut-être que ça aurait été différent si ça ouais. s'était passé 3 heures auparavant, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, il y a aussi tout ce volet-là. C'est Ouais. là où je veux en venir, c'est que il y a plein de choses à faire. Mm. Déjà sur la formation aux gestes de premier secours. Je crois que chez Auchan Retail, vous avez participé, enfin certains ont participé aussi à la formation PSSM. ouais, Ouais. PSSM, qui sont les premiers secours en santé Ouais. mentale. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses comme ça qu'on Ouais. peut faire, même quand on est une petite entreprise, Oui. qui ne sont pas réservées aux grandes Non, ouais. entreprises et sur lesquelles il doit y avoir des récurrences, quoi, Ouais. et qui aident justement à cette Ouais. prévention-là. Et je pense que ça aide les collaborateurs à se sentir un Ouais. peu compris. C'est marrant que tu parles de ça parce que c'est un peu le projet qui est dans les tiroirs en ce moment chez Auchan. Bon, c'est à mon manager m'a dit que je pouvais en parler. Ah, super. En fait, le projet, l'objectif chez Auchan Retail, c'est de mettre en place des référents santé mentale, Ouais. un peu dans ce que tu viens d'expliquer. Mm. Un peu comme les SST qui sont formés pour gérer des urgences physiques, on va dire, premièrement. L'idée, c'est de pouvoir gérer des urgences et les premiers signaux en santé mentale et que tout le monde soit un petit peu des flambeaux dans Ouais. l'entreprise, parce que vu la taille. Mais comme tu dis, ça peut très bien aussi être pour des petites entreprises. En fait, il n'y a pas de règles pour ça. Et il y a en effet, donc on est formé par le PSSM. Ouais. Et c'est une formation qui est vraiment très bien parce que ça aide aussi pour le côté perso. C'est utile pour les deux, en fait, comme les formations SST, hein, finalement. Et oui, l'idée, c'est il y a tellement de changements et quand on n'a pas l'opportunité d'exercer au quotidien, ce qui est mieux, tu me diras, mais Ouais. quand on n'est pas voilà, dans les soins comme un infirmier ou un médecin, c'est hyper important de faire des piqûres de rappel parce que si quand ça arrive, ça va nous revenir dans le cerveau de ce qui a été dit dans les formations. Donc c'est en effet une très très bonne idée que tu as proposée.
Merci. Merci beaucoup, Justine. Merci, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai passé un super bon moment. J'ai appris plein de choses. Et effectivement, je pense que la conclusion, c'est aussi de dire que tout est possible en termes de prévention, aussi bien dans un grand groupe que dans un petit groupe. Et n'hésitez pas à partager, pourquoi pas, cet épisode autour de vous. Peut-être aussi autour d'étudiants infirmiers qui aimeraient peut-être trouver une spécialité. Et je suis sûre que ce métier, il est vraiment, vraiment passionnant. Et en tout cas, merci parce que je trouve que tu en as fait une belle promo. Et tu as l'air vraiment d'apprécier tout ce que tu fais au quotidien et parler avec des gens qui aiment ce qu'ils font. C'est tellement intéressant aussi. Merci de nous avoir écoutés. Merci Justine d'être venue. Merci à Espace Lille Métropole de nous avoir accompagnés sur cet épisode de podcast. Donc je le rappelle, il y a plein de possibilités d'organiser des événements pour les entreprises ici. Je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'ils font parce qu'il y a vraiment des offres qui peuvent être possibles pour tous les besoins. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode du podcast. N'hésitez pas, du coup, à le partager autour de vous. Et si l'épisode vous a plu, à déposer peut-être 5 petites étoiles sur la plateforme d'écoute que vous aurez choisie. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.